Bonjour, je te propose dans cette vidéo de faire un survol de tout ce qu'il faut savoir pour le bac. Alors bien évidemment, ceci n'est pas un cours détaillé avec des exercices corrigés. L'idée ici, c'est de te donner des conseils par rapport aux notions qui sont à connaître pour le bac. Et on va tout de suite commencer par les suites. Et donc bien évidemment, la démonstration par récurrence, c'est à peu près un incontournable dans les exercices qui traitent des suites. Alors quand tu as rédigé une démonstration par récurrence, il faut être efficace. Pas question de rédiger ceci dans les détails pour le bac. D'ailleurs, c'est vrai pour n'importe quelle autre démonstration. Ce qui est important, c'est de faire passer un message, le message que tu sais faire, tu as compris, tu mets les conditions, tu mets les éléments importants, mais on ne rentre pas dans les détails, car ce qu'il faut, c'est arriver à traiter au maximum quasiment tout le sujet, ou faire un maximum de questions. Alors, plus précisément pour la démonstration par récurrence, on fait l'initialisation très rapidement, simplement les calculs. Ensuite, on passe à l'hérédité. Pour l'hérédité, on indique l'hypothèse de récurrence, la propriété vraie au rang n. On indique ce qu'il faut démontrer, la propriété vraie au rang n plus 1, et on fait la démonstration. Au niveau des calculs de limite, alors on voit là toutes les propriétés sur les opérations sur les limites, mais en fin de compte, elles servent très rarement dans les exercices du bac. Ce qu'il faut bien connaître, ce sont les 4 formes indéterminées. Mais, en fin de compte, là également, au niveau des suites, pas vrai au niveau des fonctions, mais au niveau des suites, il n'y a pas très souvent des levées d'indétermination. Le plus souvent, dans les calculs de limite, on a à utiliser les théorèmes de comparaison qu'on voit ici. Alors, on peut quand même citer un des théorèmes de comparaison. On le voit, il y en a plusieurs, dont le très fameux théorème des gendarmes. Donc, par exemple, on veut prouver qu'une suite Vn tend vers plus l'infini. Et on sait qu'on a une suite Un qui est inférieure à Vn. Et cette suite Un tend vers l'infini. Du coup, vu que la suite Vn elle est au-dessus, forcément elle va être poussée vers l'infini. Voilà l'application d'un théorème de comparaison. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Que Un est plus petit que Vn et que Un tend vers l'infini. Attention, très souvent, là encore, ces choses-là, on peut les avoir démontrées dans des questions au-dessus. Donc, il s'agit dans les sujets du bac d'être très vigilant. Ce sont des problèmes. Et donc, il se peut que ce qui a été démontré à la question 1 serve à la question 4. Donc il ne faut pas hésiter à les mettre en valeur, se les mettre de côté, ou jeter un œil quand on est en train de faire une démonstration, se dire tiens, je coince, pourquoi je coince? Ah bah tout simplement parce que j'ai pas pensé que j'avais déjà démontré ça dans la question précédente. Important également, le théorème de convergence monotone. Théorème de convergence monotone, celui-là aussi je peux le citer parce que c'est très rapide, qui nous dit que si on a une suite qui est croissante et majorée, eh bien cette suite est convergente. Là encore, il se peut très bien qu'on ait démontré la croissance dans une question antérieure et qu'il faille la réutiliser. Important également, tout ce qui concerne les suites géométriques. Parfois, on a également la somme des termes d'une suite géométrique. Donc là, il y a encore des petites propriétés qu'il faut connaître, mais très souvent, les suites sont liées à d'autres notions, suite et fonction, suite et intégrale, et même suite et nombre complexe. Les règles sont exactement les mêmes, seulement on mélange les outils, on mélange les compétences, du coup l'exercice devient forcément un peu plus difficile, et là je te conseille de faire des sujets de bac, puisque tu trouveras de nombreux sujets donc, qui allient comme ça plusieurs chapitres. Et enfin, concernant les suites, bien évidemment, tout ce qui concerne l'algorithmique, il y a pas mal d'algorithmes qui sont à connaître, à savoir utiliser, à savoir appliquer. On peut par exemple te demander de compléter un algorithme alors que voilà une partie de l'algorithme est donnée pour résoudre tel ou tel problème. Ou à l'inverse, on peut te donner brutalement un algorithme et te demander à quoi il sert. Alors passons aux fonctions. Alors ça c'est la plus grande partie du travail qui a été faite en classe de terminale et commençons déjà par tout ce qui concerne continuité et dérivation. On retrouve nos tableaux avec les opérations sur les limites. Comme pour les suites, ce sont les mêmes. Seule différence, c'est que pour une suite, n tend vers plus l'infini. Pour une fonction, x peut tendre vers n'importe quoi, plus l'infini, moins l'infini, ou un nombre. Là aussi, bien connaître les formes indéterminées pour savoir quand est-ce qu'on a à lever une indétermination. Des fois, on se fait piéger. On lève une indétermination alors que ce n'est pas une forme indéterminée. Donc là, c'est vraiment du temps perdu. Mais très souvent, les levées d'indétermination sont liées aux fonctions exponentielles ou ln. On en parle après.
On a également les théorèmes de comparaison sur les fonctions, ce sont les mêmes que sur les suites, mais ce qui se rajoute encore ici, c'est tout ce qui concerne les asymptotes, asymptotes verticales, asymptotes horizontales, car certains calculs de limite permettent justement de prouver qu'on a une asymptote horizontale ou une asymptote verticale. Bien connaître et savoir utiliser les définitions et distinguer les deux cas. Théorème des valeurs intermédiaires. Alors, théorème des valeurs intermédiaires permet de prouver qu'il existe une ou des solutions à une équation. Par exemple, la question la plus classique qu'on peut rencontrer, prouver que l'équation f de x égale à 0 possède une unique solution. Alors là, on va appliquer justement le théorème des valeurs intermédiaires. Pour l'appliquer, il faut 3 conditions. La première, que la fonction soit continue. Ça, tu le dis juste. La deuxième, que la fonction est strictement monotone. La plupart du temps, ça a été fait la question d'avant ou encore avant, et on trouve la réponse dans le tableau de variation. Donc tu récupères l'information, elle est strictement croissante ou décroissante. La troisième, donc si c'est pour l'équation f de x égale à 0, il faut que la fonction change de signe sur l'intervalle d'étude. Là, tu vas calculer tout simplement les images au board. Dans un, tu vas trouver, je sais pas, par exemple, plus 5. Dans l'autre, moins 3. Ça change de signe. C'est bon, on a les 3 conditions. J'utilise le théorème des valeurs intermédiaires et on conclut. Concernant tout ce qui concerne la notion de dérivabilité. Alors, on a bien évidemment les dérivés qui sont à connaître, à savoir utiliser, mais là de nouveau, ce sont les dérivés en rapport avec les fonctions exponentielles et ln qui tombent le plus souvent. La formule de la tangente, qui fait partie du programme de première, celle-ci également est à connaître, à savoir utiliser, on la voit parfois. Donc pour résumer sur les fonctions, dans l'étude de fonctions, il faut donc arriver à savoir étudier les variations de ta fonction. Pour cela, cela passe par le calcul de la dérivée, signe de la dérivée. Quand on étudie le signe de la dérivée, la plupart du temps, on est amené à résoudre l'équation f' de x égale à 0, pour savoir quand c'est que la dérivée s'annule. Les asymptotes, j'en ai parlé tout à l'heure, et également tangente horizontale. Alors, tangente horizontale, celles-ci, on les trouve dans le tableau de variation. Par exemple, ici, on voit qu'on a une tangente horizontale en 1 d'équation y égale 2. Il suffit simplement de regarder là où la dérivée s'annule et on a nécessairement une tangente horizontale qui peut nous donner parfois un extrémum pour notre fonction. Et enfin, il arrive qu'on ait de temps en temps une question ouverte ou même carrément un exercice ouvert. Donc j'entends par question ouverte, c'est une question où la démarche n'est pas guidée. C'est à toi de mettre au point une démarche de résolution. Alors, ça peut paraître difficile comme exercice, mais attention, chaque élément de ta réponse ramènera des points. Donc, si par exemple, tu n'arrives pas à trouver la solution, mais tu te dis, tiens, je sais quand même que c'est à l'aide de tel ou tel théorème que je vais y arriver. Eh bien, il faut le dire, ça. Même si ça n'aboutit pas, il faut le dire. Bon, je n'ai pas réussi à trouver la solution, mais par contre, je pense que pour résoudre ce problème, il serait bien d'utiliser le théorème de machin chose, car les conditions truc sont vérifiées. Eh bien, ça, il faut le dire, et je te garantis que ça rapportera des points, peut-être même beaucoup de points. Alors, fonction exponentielle et logarithme népérien. Déjà, bien connaître les limites de ces deux fonctions. Et pour cela, avoir en tête l'allure des courbes. Ça, c'est pas du tout gadget. Je prends par exemple la fonction logarithme népérien. On sait que là, on a l'axe des ordonnées, et on voit que la courbe ici se rapproche de plus en plus de l'axe des ordonnées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la droite d'équation x égale à 0 est asymptote à la courbe, et cela veut dire que la limite quand x tend vers 0 de ma fonction ln est moins l'infini. Toutes ces limites sont à connaître. En 0 en plus l'infini pour ln, en moins l'infini en plus l'infini pour l'exponentielle. Et à connaître également les formules de croissance comparée pour les calculs de limites. On a hiérarchisé le comportement en l'infini de la fonction ln, d'abord la moins rapide, de la fonction x, ou plus généralement x puissance alpha, donc les fonctions puissance, et la plus rapide de toutes, la fonction exponentielle, comme son nom l'indique. Ensuite, savoir appliquer les dérivés des fonctions composées du type exponentielle de u, ln de u. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart du temps, quand on a étudié une fonction,
c'est une fonction exponentielle ou logarithme, enfin composée de fonctions exponentielles ou logarithmes. Donc il s'agit de savoir dériver ces fonctions pour les étudier, bien sûr. Et enfin, savoir appliquer les formules, donc toutes les formules qui sont ici, pour exponentielle et ln, dans le cadre de recherche des zéros de la dérivée. Puisque si j'étudie la fonction exponentielle, par exemple, j'aurai à résoudre une équation du type f' de x égale à 0, avec f' de x qui là contient des exponentielles. Donc je vais être amené à appliquer toutes les formules qui sont là pour résoudre mon équation. Quant aux fonctions trigonométriques, là, par contre, pour être honnête, il va falloir aller plus vite et passer pas trop de temps sur l'étude de ces fonctions, car ça tombe rarement, voire très rarement. Donc la seule chose, j'ai envie de dire, qui est à connaître quand même, c'est d'abord bien comprendre le principe du cercle trigonométrique, parce que ça, de toute façon, t'en as besoin pour les nombres complexes, et savoir résoudre des équations du type sinus x égale un nombre, donc sinus x égale 1/2 par exemple, ou cosinus x égale 1/2, ça peut tomber éventuellement. Mais sans excès, fonction trigonométrique, vaut mieux se poser sur exponentielle et ln. Et pour finir, en ce qui concerne les fonctions, l'intégration, bien savoir primitiver, on voit là toutes les formules de primitives, mais au bac, bien évidemment, les primitives qui te sont demandées sont en général très simples. Donc ne te lance pas dans la lourde technicité au niveau de calcul de primitives, comme tu en as fait peut-être cette année. La plupart du temps, quand tu as primitivé, c'est des exercices simples. Le plus souvent, même d'ailleurs, on n'a pas besoin de déterminer la primitive d'une fonction, car elle est donnée, mais on te demande de démontrer que c'en est une. Et pour cela, il faut appliquer la propriété, c'est même la définition d'une primitive, qui nous dit que grand f' égale petit f, et bien si grand f' égale petit f, dans ce cas, grand f est bien une primitive de petit f. Donc, on te donne une fonction, on veut prouver que c'est une primitive de f, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta fonction, tu la dérives, et tu regardes si tu tombes bien sur la fonction de départ. Et enfin, donc, théorème de la valeur moyenne, propriété de la valeur moyenne plutôt. Ça voilà, c'est des exercices qui tombent assez rarement également, mais il faut quand même avoir la formule en tête, on ne sait jamais. Probastat. Alors, concernant les probastats, d'abord tout ce qui concerne les probabilités conditionnelles. Là, on a quand même quelques connaissances à connaître, mais le plus gros, ce sont quand même des savoir-faire, avec les exercices très classiques, où au départ, tu as à réaliser un arbre de probabilité, avec au premier rang donc les deux probabilités des deux événements principaux de l'exercice, et au deuxième rang, les probabilités conditionnelles correspondant à chacun des deux premiers événements. Donc tu fabriques ton arbre de probabilité, et à partir de là, on a appliqué la formule des probabilités totales, en faisant donc le produit sur les branches, et ensuite la somme sur le bout des branches. Deuxième question, en général, c'est d'appliquer la formule de probabilité conditionnelle qui est donnée ici pour faire un petit calcul d'une proba, donc dans le contexte de l'exercice. Alors ça ne fait pas un exercice entier sur les probas. En général, c'est la première partie et la deuxième partie est complétée par autre chose. Cette autre chose, ça peut d'abord être ceci. Fluctuation et estimation. Alors, c'est un petit chapitre, ça concernera peut-être 2 points au bac, guère plus. Ce qui est important, c'est de bien connaître les formules qui te donnent l'intervalle de fluctuation et l'intervalle de confiance. Mais surtout, de ne pas confondre les deux. Parce qu'on ne te dira pas nécessairement que c'est l'un ou l'autre qu'il faut utiliser. Alors, pour ça, je ne rentre pas dans les détails parce que j'ai fait une vidéo qui explique en détail comment utiliser l'un, comment utiliser l'autre. Je t'invite à la regarder si cela te pose des difficultés. Passons aux lois à densité. Donc là aussi, ça peut être en complément des probabilités conditionnelles. Sur les lois à densité, en gros, il y a deux lois qui tombent le plus souvent, la loi exponentielle et la loi normale. Pour le reste, on a la loi uniforme qui tombe assez rarement, et encore avec la loi uniforme, il y a toujours moyen de s'en sortir de façon intuitive. On n'est pas obligé de savoir appliquer donc les formules qui sont notées ici. Parfois même, c'est une loi quelconque, alors dans ce cas-là, ça nous mène à faire des calculs intégrales, mais ça, j'en ai très peu vu des exercices de ce type-là. Sur la loi exponentielle, on le voit, il y a en gros 3 formules à connaître. Donc la formule qui donne la fonction de densité, calcul de proba, l'espérance, et également la propriété de durée de vie sans vieillissement, qui correspond donc à un calcul de probabilité conditionnelle.
Sur la loi normale. Alors sur la loi normale, en fait, il n'y a pas grand-chose à connaître. L'essentiel, j'ai envie de dire, c'est de bien savoir utiliser sa calculatrice. Les exercices qu'on demande, c'est un calcul de probabilité, tout simplement. Donc il faut bien rentrer tous les paramètres dans la calculatrice. Ou parfois, la situation inverse, on te donne la probabilité et il faut retrouver le seuil. Donc là encore, tu passes par la calculatrice. On trouve également des exercices où on nous demande de retrouver mu ou sigma, c'est-à-dire l'espérance ou l'écart type. Et pour cela, il faut faire un petit changement de variable qui nous mène à faire un calcul sur une loi normale centrée réduite. Donc là aussi, si tout ça ne te parle pas trop, retourne vite dans le chapitre loi normale, c'est des choses qui tombent souvent. Tombe un petit peu moins souvent la propriété des sigma, 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, et le théorème de Moivre-Laplace qui explique, enfin plutôt qui fait passer d'une loi binomiale à une loi normale, puisqu'on a moyen d'approximer la loi binomiale par une loi normale, et là encore en effectuant un petit changement de variable. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que, attention, la loi binomiale qui fait partie du programme de première tombe assez souvent au bac, donc il faudrait quand même y jeter un œil. Alors en géométrie, bien sûr, les nombres complexes, incontournables, même si en général les élèves n'aiment pas trop ça. Alors il y a beaucoup de propriétés, on le voit ici, mais le plus important c'est de bien maîtriser les savoir-faire. Bon, en gros c'est plus difficile ici pour moi de te conseiller car les exercices sont un peu moins classiques en général en ce qui concerne les nombres complexes. Néanmoins, je peux quand même te donner quelques conseils et te dire les éléments qu'il faut maîtriser. Déjà, il faut bien comprendre les différentes formes, les différentes écritures d'un même nombre complexe. Il y a ce qu'on appelle l'écriture algébrique, A plus IB, l'écriture trigonométrique, module, facteur de cos θ plus I sinus θ, θ c'est un argument du nombre complexe, et enfin la forme exponentielle, le module, multiplié par EI θ, θ toujours un argument. Et il est important de savoir passer d'une forme à l'autre. Je te dis par exemple, voilà un nombre complexe qui s'écrit z égale 2 plus 2i. Mets-moi ce nombre complexe sous sa forme exponentielle. Ça, il faut savoir le faire. Ensuite, ce qui est important également, c'est de bien comprendre l'aspect géométrique. Donc tout le travail dans un repère complexe. Bien comprendre donc quand tu as une forme algébrique, où on peut lire la valeur réelle, la partie réelle, la partie imaginaire. Lorsqu'on a une forme exponentielle, à quoi correspond le module, un argument, etc. Et ce qui est essentiel, c'est de bien savoir lire sur le cercle trigonométrique, puisque c'est ça qui va t'aider à bien comprendre la notion d'argument d'un nombre complexe. Enfin, alors plus facile certainement, résolution d'équations du second degré, avec le fameux cas où delta est négatif, et on retrouve donc deux solutions complexes et conjuguées. Et enfin, concernant les nombres complexes, ça tombe un peu plus rarement, j'ai envie de dire de plus en plus rarement, les propriétés de géométrie qu'on rappelle ici, dont l'une nous dit comment calculer une longueur à l'aide d'un module, et l'autre nous dit comment calculer un angle à l'aide d'un argument. Et ceci permet par exemple de démontrer qu'un triangle est isocèle ou qu'un triangle est rectangle, ou même les deux. Géométrie dans l'espace, enfin, alors la géométrie dans l'espace au bac, elle est essentiellement analytique, c'est-à-dire dans un repère avec des coordonnées. Mais j'ai envie de dire, s'il y a un théorème de géométrie classique, donc géométrie euclidienne, qui est à connaître, c'est le théorème du toit. C'est le seul théorème, on va dire, qu'on aurait à utiliser en géométrie pure. Alors, dans les problèmes de géométrie dans l'espace, attention, on peut avoir des questions du type justifié. Donc, quand tu vois le terme justifié, surtout, il s'agit de ne pas s'empêtrer dans une démonstration qui n'en finit pas. Quand il est écrit justifié, cela veut dire que la résolution se fait en général en 3 lignes au plus. Donc, il faut aller là à l'essentiel et simplement rappeler la règle, éventuellement s'il y a une règle. Décomposition d'un vecteur dans une base, alors ceci, ça peut permettre de faire certaines démonstrations, prouver un alignement, un parallélisme, mais ça tombe quand même beaucoup plus rarement. Comme je l'ai dit, l'essentiel va sur la géométrie analytique, et donc ce qui est important, pour résumer, c'est bien comprendre comment on écrit une représentation paramétrique d'une droite, donc une droite qui va être définie à l'aide d'un point
et d'un vecteur directeur. Comment écrire une équation cartésienne d'un plan, plan donc défini par un point et un vecteur normal. Et ensuite, bien sûr, vient tout un tas de savoir-faire, donc comme je viens de le dire, savoir déterminer une représentation paramétrique, une équation cartésienne, un vecteur normal, mais également savoir déterminer des intersections. Par exemple, déterminer l'intersection d'une droite et d'un plan. Là, on est amené à résoudre un système. Ou déterminer l'intersection de deux plans. Ça va être une droite, comment obtenir la représentation paramétrique de cette droite. Tout ceci, ce sont donc des savoir-faire qu'il faut maîtriser, ce sont des grands classiques. Et là, ça aussi, si ça ne te parle pas trop, je t'invite à les revoir au plus vite avant le bac. Alors, on arrive enfin au SPEMAT. Alors, si tu n'es pas SPEMAT, je t'invite quand même à rejoindre 2 minutes à peu près avant la fin de la vidéo où je donne encore quelques conseils. Pour les SPEMAT, alors là le souci c'est que les exercices sont très variés, tu as dû t'en rendre compte cette année, mais je vais quand même te donner quelques éléments. D'abord concernant les matrices, bon ça c'est pas la partie la plus difficile du programme de SPE, calcul matriciel, donc savoir multiplier des matrices, résoudre une équation avec des matrices, souvent cela mène à la résolution d'un système d'équations, ou des fois dans l'autre sens, on a un système d'équations et on en arrive à une équation qui contient des matrices, savoir calculer une matrice inverse, et donc on trouve très souvent des exercices qui allient suite et matrice, également en probabilité, on peut être amené à résoudre des problèmes de proba en utilisant les matrices. En arithmétique, donc, il faut déjà bien maîtriser tout ce qui concerne les congruences, donc le fameux modulo, et donc savoir résoudre des équations avec des congruences. Donc ce sont souvent des problèmes d'ailleurs qui mènent à des histoires de cryptographie. Dans la suite du cours, on trouve des applications au PGCD avec le fameux théorème de Bézout, les deux versions du théorème de Gauss, et donc tout ceci bien sûr dans des problèmes liés aux équations diophantiennes. Voilà, alors pour l'aspect maths, ce qui est très très important, c'est de faire un maximum de sujets de bac. C'est ça qui va te permettre de vraiment gagner de la hauteur et de comprendre de façon globale toutes les notions qui t'ont été enseignées. Alors pour finir, quelques conseils, ça sera très rapide. Si nous sommes à quelques semaines du bac, il y a 3 règles fondamentales à respecter pour réussir. C'est la recette. La recette commence par un premier ingrédient, la motivation. Évidemment, pour réussir, il faut être motivé, il faut avoir envie de réussir. Le deuxième ingrédient est la confiance. Alors la confiance, ça ne se gagne pas comme ça, comme on dit. La confiance en soi est essentielle. Pas évident d'avoir la confiance quand on se trouve en difficulté. Il faut faire un grand travail sur soi et se dire « il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas, je dois y arriver et j'y arriverai ». Et quand on prend confiance en soi, eh bien on devient beaucoup plus fort. Mais tout ça passe évidemment par du travail. Et donc sur les dernières semaines, il est très important d'être dans une bonne dynamique et cette bonne dynamique doit faire que tu es au travail sur toute la fin de ta préparation. Le jour du bac, il faut se surpasser. Ceux qui font du sport le comprennent bien. Tu peux préparer ta course comme tu veux. C'est toujours le jour de la course où tu fais le meilleur temps. Ça, c'est normal. L'énergie, on l'a le jour J et pas avant. Mais pour cela, bien évidemment, il faut respecter les 3 règles que j'ai indiquées juste avant. Ne jamais abandonner, ne jamais sortir avant la fin. Ça, c'est une erreur stratégique grave. Si tu te trouves devant ta copie et que tu te dis « je ne sais pas faire », si tu sais faire, tu sais peut-être pas tout faire, mais tu sais peut-être faire une partie. Si tu n'écris rien, tu n'auras aucun point, ça c'est garanti. Par contre, si tu essaies de produire quelque chose, même si ça n'aboutit pas, je l'ai déjà dit dans cette vidéo, eh bien fais-le, ça rapportera certainement des points, à condition de ne pas écrire n'importe quoi bien évidemment, il faut quand même que ça tienne la route et qu'il y ait des arguments pertinents. Mais dis-toi aussi que si tu trouves quelque chose de difficile, c'est peut-être aussi difficile pour les autres. Et les autres vont peut-être jusqu'au bout, alors dans ce cas-là, fais comme eux et arrache-toi jusqu'à la dernière seconde. Voilà, bonne chance à tous.